François Bon, tiers-livre. Alors, Rabelais, le monde de Rabelais, une première vidéo juste pour faire un petit point. Ouh là là, on est encore dans l'avant-départ. Rabelais, je suis de Vendée. Je crois que c'est au moment des révisions du bac. Chez mon grand-père maternel, il y avait une grande armoire vitrée. C'est là qu'il y a eu Balzac, c'est là que j'ai découvert Edgar Poe, c'est là que j'ai découvert Verlaine. Et puis il y avait ces deux volumes, Larousse, Rabelais. Et mon grand-père m'expliquait qu'il était à Verdun. Oh là là, t'es instituteur et t'as des lunettes, tu sais lire. Bon, bah déjà, on t'envoie pas dans la boucherie, contrairement à tous tes copains paysans du village. Et puis t'es de Vendée, alors on te donne un âne, et puis tu seras bourgmestre, tu porteras le courrier dans les tranchées. Il est revenu, les yeux comme ça, de tous ces morts qu'il a vus. Et un de ses amis, sachant qu'il était près de Fontenay-le-Comte, t'es près de Fontenay-le-Comte, il lui avait offert ce Rabelais. Oh, une édition Larousse expurgée. Pourquoi les moines ont-ils la couille si longue? Ben, ça, ce chapitre-là, il n'y était pas dans le Larousse. Et moi, la surprise, c'est qu'en lisant Rabelais, c'était la langue qu'on entendait tout autour encore, en 1970. On était aux Vendéens, avec cette façon d'utiliser des diphtongues. « Oh, les belettes vraies, tché !» Et ce Rabelais, je le lisais comme de la langue courante, ce qui ne m'a pas tant étonné. Bon, je l'ai lu, c'était beau. Et puis ensuite, tu avances dans la littérature. T'en fais ta vie. Balzac, Rabelais. Flaubert, Rabelais. Chateaubriand, Rabelais. Proust, oh non, lui, impasse. Et pour moi, c'est venu un peu plus tard, quand justement cette question-là, y compris de la Vendée, c'est à cause de Faulkner, Maurice Coindreau. Et j'ai compris que pour traduire Faulkner, il fallait que je le traduise dans le vendéen de ma nourrice. Tiens donc, cette compression de langue. Et c'était à Berlin, 1988. Ouais, j'avais déjà passé les 30 ans, se dire, Rabelais s'y recoller. Et puis là, comme on était pour un an, avec le DAAD, une bourse réservée, justement pour entretenir la présence d'artistes et d'auteurs, il y avait eu Butor, il y avait eu Beckett, c'était formidable, juste en dessous de nous, c'était Arvo Pärt. Et c'était juste pour écrire, c'était cette fascination de la ville dans cette île, toutes les tensions, et puis vivre dans une ville-monde. Et là, un prof d'université, Michael Nerlich, me propose de venir faire comme ça une suite, un petit séminaire libre, je ne sais même pas si c'était rémunéré à la Technische Universität. Puis là, je lui dis, mais il m'attendait sur le contemporain, je lui dis, mais j'aimerais parler de Rabelais. Et il me fait confiance. Alors là, j'ai commencé à travailler avec l'édition de Rose, cette vieille édition savante, pleine de notes. Et ça a duré tout un semestre, comme ça, 12 ou 14 séances, chaque fois, prendre un coin du livre et puis voir comment ça avançait. Moi, je découvrais en même temps. Et puis toute la journée précédente, j'étais à la bibliothèque, je lisais, j'ai découvert par exemple Lazare Sénéan, la langue de Rabelais. Vous voyez, ce gars-là, qui pendant toute la guerre de 14-18 s'isole. Et de toute façon, on ne veut pas de lui au front. Et puis, rédige ces 2 volumes avec des index, des dictionnaires, des étymologies, des recoupements. C'est une encyclopédie formidable. Le mien tombe en botte, littéralement, mais il vient d'être réédité là, en print on demand. Donc, ça a aussi des outils. J'ai commencé à me fabriquer ma bibliothèque Rabelais. François Rigolo. Là, François Rigolo, une sorte... tiens, mais... Pourquoi il y a 2 chapitres 9 dans le Pantagruel? Pourquoi le procès de Bescu et Humven, on a l'impression de non-sens, alors que non, c'est pas du non-sens. Ou bien le tiers-livre, on dit que le tiers-livre c'est difficile à lire. Ben oui, mais t'as des incohérences, t'as 2 personnages qui vivent à 400 ans d'écart, qui se trouvent soudain l'un face à l'autre. Qu'est-ce que ça change? Et puis, le Gargantua, même, Thélème, là, cette utopie. Ben oui, mais regarde comment ça se rigidifie. Tu décris ça comme, oh là là, chacun fait ce qu'il lui plaît. Ben oui, mais t'as les filles ici, t'as les garçons là, puis à telle heure tu fais ci, à telle heure tu fais là. Il a raté son coup, Rabelais, ou quoi? Et là, tout d'un coup, ça devient une matière vivante. Alors, moi, la première chose qui me manquait, c'est la ponctuation, c'est le rythme. C'est-à-dire que Rabelais, il n'écrit pas pour la lecture silencieuse,
Giordano Bruno, c'est juste postérieur à Rabelais. Et quand on le brûle en place publique à Rome, il y a encore dans les motifs d'hérésie que quand il lisait, on ne voyait pas ses lèvres remuer. Pourtant, ça remonte à saint Augustin parlant d'Ambroise de Turin, fasciné par cette lecture mentale. Mais voilà, c'est des questions. Rabelais écrit pour quelqu'un, donc c'est logographique, c'est une partition pour un lecteur qui va lire à un groupe de gens assemblés. Et donc la position même du lecteur, lui, va jouer avec ses registres. C'est ce qui va créer, là aussi, la dynamique du récit. Et là, pour moi, ça a été la première grande expérience après Berlin. C'est POL qui avait lancé, ça s'appelait La Collection, avec un gars qui s'appelait Christophe Mercier. C'était des volumes à reliure souple, vous voyez, ils ont 30 ans, ils n'ont pas bougé. Il avait pris ça, je crois, dans une collection de médecine à Londres, ces procédés de fabrication, un super papier. Et bon, Paul a voulu aller trop vite, trop loin, ça a tenu 2 ans. Et puis ensuite, mais oui, mais dans ces 2 ans, moi, j'ai fait quoi? C'est Yvan Leclerc, vous savez, qui s'occupe du site Flaubert à Rouen, qui, lui, il était tout le temps à la BNF. Il me fait photocopier les facsimilés des éditions originales. Quand on en a, parce que ça encore, c'est toute une discussion, c'est toute une recherche qui est encore vivante, mouvante. Et là, moi, j'avais un Atari 1040, mon premier ordinateur. J'ai commencé à recopier, tout simplement, en respectant les graphies et tout simplement les signes diacritiques. Comment dit Pantagruel? T'as peut-être un paragraphe, mais t'as pas un tiret, t'as pas des guillemets. Et ça, tout d'un coup, ça changeait tout. Ça redevenait une matière sonore. Bon, il y avait aussi en parallèle le travail d'une chercheuse, Marie-Luce Demonnet, qui était aussi la première à faire une édition numérique savante. D'abord à Clermont-Ferrand, elle a migré à Poitiers, elle est venue à Tours. Donc c'est toujours comme ça, ces grands mouvements, c'est pluriel. Mais moi, c'est comme ça qu'en 96, je suis entré dans Internet. Il y avait ce gars à Genève, Pierre Péroux, qui lance un site où vous pouviez télécharger les Fleurs du Mal. Je lis ça dans Le Monde, je le fais. J'écris avec une lettre par la poste, timbrée, à ce Pierre Péroux, en disant « Voilà, j'ai une disquette avec l'ensemble des Rabelais, est-ce que vous voulez qu'on la mette en ligne ?» Et c'est parti, comme ça, là encore, l'aventure de Rabelais numérique. Ensuite, il y en a eu 2. 1992, 1994, 2 quoi? Ils n'étaient pas d'accord sur la date de naissance de Rabelais. Oh, toujours, ça reste une inconnue. Donc on a fait 2 cinquantenaires. Et ces 2 cinquantenaires, alors là, ça a été la folie, parce que je pense à Michel Chailloux, je pense à Jacques Roubaud, mais je pense surtout à Valère Novarina. On nous disait, mais venez nous lire Rabelais. Et là, ça a été pendant 2 ans un apprentissage formidable. Rabelais à voix haute. C'est dur de lire Rabelais. Don Quichotte, c'est le contraire. En Espagne, tous les petits Espagnols, jusqu'au début du XXe siècle, apprenaient à lire dans Don Quichotte. Rabelais, ça a toujours été un écrivain pour les écrivains. La popularité, elle est sur les figures mythologiques. Encore, Gargantua, ça existe bien avant lui. C'est l'espèce de queue de comète, la littérature populaire, depuis les choses les univers de la table ronde. Et puis, la première intervention, travail de Mireille Huchon à la Sorbonne, dire, oui, mais le premier travail connu de Rabelais, c'est reprendre ces vieux Gargantua sans aucun sens et les trier avec une table des matières. Mais oui, mais ça, il ne touche pas l'écriture ni le contenu. Et c'est de là qu'il invente Pantagruel. Et Pantagruel, une fois publié ça en 1532, il remonte en flashback et il écrit les aventures du père de Pantagruel, 400 ans plus tôt, Gargantua, avec le même schéma. L'éducation, la guerre, l'utopie. Dans les 2 cas, on rejoue cette même figure. Or, Gargantua, à l'époque, même encore aujourd'hui le Pléiade, même encore aujourd'hui l'édition bouquin, de toute façon c'est des pavés, c'est tellement lourd, on peut pas les lire, mais on met le Gargantua avant le Pantagruel, ce qui n'a aucun sens. C'est comme si dans Proust, vous mettiez Swann avant Combray, sous prétexte que ça se passe avant. C'est tout. Ou Céline, mort à crédit, avant le voyage au bout de la nuit. Non. Et ça, je pense qu'ensuite, pendant quasiment 10 ans, 15 ans, lire Rabelais a toujours été un plaisir. À Moncton, à Tokyo et Kyoto, à Copenhague, à Varsovie. Chaque fois, mais vous voulez pas qu'on fasse un soir Rabelais?
à la Villa Médicis, dans le grand salon, wow, à la Villa Gilet à Lyon, un lieu de contemporain. Et puis dans les écoles, dans les lycées, avec des classes de 5e. Waouh! Et ça fait seulement, ouais, quoi, disons 8-10 ans que maintenant on ne vous le demande plus. Alors peut-être qu'on le demande à d'autres, j'en sais rien. Mais moi j'ai la vidéo. Donc il y a 3 ans, j'avais fait ça. Ici, là derrière moi, je tendais un grand drap blanc. J'avais un gros micro là, qui est là sur l'étagère, mais un appareil photo pas si bien là que ceux que j'utilise là. Et je me faisais du Rabelais en chambre. Et ça, ça s'appelait Défi 30 fois Rabelais. C'est un petit peu tout ça qui a convergé dans la tête. Depuis le confinement, là, ben, ma vie elle s'est réorganisée ici. Peut-être qu'il est temps d'en sortir. Et puis aussi, c'est mes 70 ans au mois de mai. J'ai envie de faire un gros truc, de te faire un beau cadeau. Mais un cadeau, tu sais, ça devient un petit peu testamentaire aussi. Tu dis, dans ta vie, il y a eu ça. Et ce gros ça, comment tu lui rends hommage? Et là, j'habite en Touraine. Alors c'est le paradoxe, c'est des lieux qui sont ceux de Rabelais, qui sont ceux de Balzac, qui sont ceux de Ronsard. Mais en gros, bon, moi j'ai la voiture, je vais au supermarché. Avant, j'allais à la gare. Et il y a des amitiés qui se sont nouées. La maison de Rabelais, à la Devinière, la première fois que j'y suis allé, c'était justement tout début des années 90. Je travaillais souvent à l'époque avec Alain Weinstein et Laura Adler, France Culture, les Nuits Magnétiques. On avait fait une série Nuits Magnétiques sur Rabelais. Et par exemple, Michael Screech est venu de Oxford pour participer à l'émission. Je m'en souviens, parce qu'après, il disait « Oh, c'est trop cher, lui payer les billets d'avion. » Bah attends, c'est Michael Screech, quoi. Et puis, Valère Novarina. Et les actrices de Valère Novarina, Roséliane Goldstein, Laurence Viel, Laurence Mayor. Si vous lisiez Rabelais, vous qui êtes dans la langue mâchée, poétique, à France Culture, t'avais le courrier des auditeurs. Ouais, faire lire Rabelais par des femmes, etc. Alors, t'en prenais, par exemple, sur ces questions de l'invention du Pantagruel, j'avais publié un livre chez Minuit, qui a bien voulu le prendre, La folie Rabelais. Justement, qu'est-ce que m'avait enseigné ces facsimilés de la première édition? Oh là là, qu'est-ce qui me sont tombés dessus? Un type, la René de Sécati, dans Le Monde. Mais pour qui se prend-il? D'où il vient? Quel diplôme? Et tout ça, tu le prends un petit peu sur le dos, mais ce qui te venge, c'est quoi? Ce qui te venge, c'est la lecture. Alors la Devinière, la maison de Rabelais, quand on y allait pour France Culture, à l'époque, c'était totalement poussiéré. Les séances en tenue d'époque, les amis de Rabelais, il n'y avait rien, quoi. Puis petit à petit est venu le directeur actuel, Alain Lecomte, je crois que ça fait plus de 10 ans maintenant, qui a fait émerger les caves, qui a retrouvé là même dans des bahuts fermés à clé des achats d'autrefois qui n'avaient même pas été mis en valeur, qui confondent ça aussi aux démarches contemporaines de théâtre aussi bien que visuel, Matisse et Rabelais. Et moi, savez-vous que la première fois qu'avec le Centre dramatique de Tours, on a lu Rabelais, directement à la Devinière, avec Gilles Bouillon, La tempête dans la cave, quand même, ça te fait quelque chose. Comme la fois où tu lis, là, dans le salon de Voltaire, face au Mont Blanc, ou dans la grange à Saché, que tu le lises dans la vallée, et que tu ouvres le double portail, et que tu vois les lieux, tu lises dans la vallée, là même où tu lis, enfin toi tu tournes le dos, mais les gens, eux, ils le voient, ça, ces choses-là, ça trouble, et ça j'avais envie de renouer. Alors, la première chose qu'il me fallait, moi souvent, jusque-là, soit je me lisais ça sur l'iPad, soit j'emmenais ces bouquins qui sont inusables. J'ai voulu, d'abord, il reste encore des erreurs, alors je me suis fait mon propre Rabelais. C'est la première fois que je fais un livre aussi gros, que je fais en tant que fabricant. 520 pages, des grandes pages, et un volume cartonné. Waouh, tu fais ça tout seul, la fierté. Je vais le faire aussi en broché, mais là, moi, je l'ai adopté, mon cartonné. Il y a quoi dedans? Il y a justement les textes dont je me sers pour lire, les 4 livres, plus la Pantagruéline, pronostication, almanach pour l'an perpétuel. Il fallait bien que la petite imprimerie où on produit les textes savants, on la fasse vivre à l'époque. Alors là, maintenant, j'ai ça pour lire. Et ce que j'ai fait, dès l'ouverture du livre, un gros QR code, enfin il y a le lien en toutes lettres là,
Et puis, avec soit le QR code, soit le lien, eh bien, on ouvre l'espace numérique de Tirelivre, dans lequel il y a les mêmes versions en PDF, en EPUB pour les liseuses, mais pour les recherches d'occurrence, fabuleux. Enfin, fabuleux pour moi, c'est un outil de travail. Et puis, les introductions que j'ai toujours continué de retravailler, que j'ai regroupées dans un bouquin qui s'appelle Dedans Rabelais, là, Tirelivre éditeur. Eh bien, ces introductions, PDF, EPUB, ça y est. Et puis, d'autres articles. Et puis, je vais faire aussi un portfolio, puisque je vais être dans des lieux extraordinaires. Donc, tout ça a commencé à infuser. On t'invite plus à lire Rabelais à Moncton ou Tokyo. Eh ben, va chez Rabelais lui-même, et puis prends ton livre et lis-le. Et l'idée, c'était de dire, mais tu vas écraser toute ta chaîne. Ta chaîne, il n'y aura plus que Rabelais, tu n'auras plus les ateliers d'écriture, tu n'auras plus... Non, on va faire une sorte de carte secrète. C'est-à-dire, vous vous inscrivez, c'est déjà le cas, et puis moi j'ai quelques dépenses. Après, je vais finir là-dessus. Et c'est le lancement, c'est le début de l'aventure. Se dire que les vidéos sur YouTube, on a quelque chose qui s'appelle mode non répertorié. Ça veut dire que vous pouvez partager le lien, mais il faut avoir le lien, elles n'apparaissent pas dans la surface publique de la chaîne. C'est-à-dire que chaque semaine, là, à partir, disons, ça y est, c'est la première fois, jusqu'à fin juillet, puis ensuite en septembre, ce sera une deuxième phase de montage, de fabrication de podcasts, de vidéos montées, tout ça. Tout ça va se préciser à mesure qu'on va avancer, mais le tournage, ça va être là, avril, mai. Ça veut dire que je vais aller me balader. Imagine que, justement, pendant 3 jours, 4 jours, j'enregistre à la Devinière. Eh bien, on va faire des petits vlogs. Sur la route, qu'est-ce que tu as vu? Tu t'arrêtes. Une belle station-service abandonnée à Hazel-Rideau. Et puis, sur place, il y a les versions des lectures. Jusque-là, je me suis toujours enregistré en prise unique. Non, là, je ferai 2, 3, 4 prises. Alors, ça peut être une prise en plan serré, une prise beaucoup plus loin, et ensuite avoir du matériel pour monter ça, et monter de façon vivante. De toute façon, ce sera toujours à deux caméras, avec le son par un canal séparé. Ça, techniquement, ça aussi, parce que la grosse difficulté, en fait, c'est de le faire tout seul. Bah ouais, mais si tu le fais pas, si t'attends de déposer des dossiers, des machins, des trucs, on te regarde comme ça les yeux, puis j'ai eu quelques expériences pas très chouettes là, ces derniers temps. Ouais, je le fais tout seul. Tes copains, des fois, m'accompagneront, ils feront la perche pour le son. Waouh, ça sera un sacré soulagement. Puis tirer le matériel. Mais en gros, ce sera toujours du léger. C'est ça qui est fabuleux avec ces outils-là. On peut travailler avec une exigence professionnelle. C'est tourné en 4K, c'est du 32 bits flottant pour le son, tout ça. Mais avec des moyens légers et des moyens qui ne relève que de notre initiative personnelle. Et ça, eh ben, je m'offre le luxe que pendant 3 mois, je m'accorde ce congé. Vous voyez l'esprit? Alors évidemment, ce que vous recevrez, alors des mails, vous êtes inscrit à une liste mail qui sera unique, eh bien là, il y aura le rappel de l'endroit où se trouve la carte. Mais chaque jour, qu'est-ce qui a été mis en ligne? C'est-à-dire, tu enregistres un passage. Et j'ai déjà découvert des trucs. Il y avait un très beau chapitre là, à la fin de La Tempête. C'est Panurge qui est prêt à tout. Il promet. Et je ferai construire une petite chapelle entre Candé et Montsoreau où ne pètera vache niveau. Et puis, quand arrive la fin de La Tempête, oh là là, tout le monde est essoufflé, sauf lui qui n'a rien fait. Et lui dit, ah bah finalement c'est même pas la peine que je la fasse, ma petite chapelle, puisque la tempête s'est résolue d'elle-même. Ah ouais, l'autre jour je passe en bagnole, je traverse Montsoreau, je vais vous en reparler, j'entre dans Candé, bah oui mais Candé et Montsoreau ça se touche. T'as le panneau Montsoreau, de l'autre côté c'est Candé, et de l'autre côté de la route, la même chose, en inverse. Alors où est-ce qu'il l'a construit sa petite chapelle, Panurge? Entre Candé et Montsoreau, ben, ça n'existe pas, entre Candé et Montsoreau, puisque ça se touche. Mais ces petites choses-là, tu comprends?
là, tu gardes ta voiture, tu poses ta caméra, une caméra, elle sera juste en face, là, le panneau, une autre tout près de moi, et puis je raconterai l'histoire, je lirai le passage. Et donc, il y aura donc les vidéos de lecture, mais les vidéos qui raconteront des questions sur la vie, des vidéos qui raconteront des questions formidables sur le corps, des questions aussi sur la perception du monde, Tycho Brahe, l'astronome, dans une période où on se dit pourquoi on voit des étoiles? Est-ce que Dieu a fait des petits trous pour regarder si les hommes ça va ou pas? Ou bien est-ce que pour guider les navigateurs, il a posé des petits lumignons sous la grande coupole du ciel et toutes ces choses-là? Quand a été créé le monde? Ah bah oui, tu lis la Bible, première généalogie à l'ouverture du Pantagruel. Tu as toute la liste linéaire des âges depuis moins 4004, la Bible. Mais va voir dans le quart-livre, l'île des Macraéons, l'île des gens qui ont des ans beaucoup. C'est une île, plus tu rentres vers le milieu de l'île, plus les choses grossissent, plus le temps ralentit. Un peu comme dans le Arthur Gordon Pym d'Edgar Poe. Ah ouais, mais t'as 3 siècles et demi de différence. Et tu arrives au milieu de l'île. Où est l'origine du temps? L'origine du temps devient infinie. En tout cas, elle n'est pas bornée à moins 4004, comme le prétend la Bible. Et tous ces petits mystères, alors ça sera une vidéo. Et si je fais toutes ces vidéos, il va y en avoir. Non, alors, ce que vous recevrez par mail, c'est là, le petit vlog. Où est-ce que j'ai mangé, qui j'ai vu, avec qui j'ai parlé. Et puis, les questions sur la vie et l'œuvre. Ces questions-là que j'ai évoquées. Et puis, d'autre côté, la suite des prises de lecture. Et puis ça, ensuite, ce sera classé aussi dans un petit PDF. Donc, le lien sera toujours accessible, y compris donc via le livre ou son édition numérique, qui, elle, est dans le dossier, là, qui tous les abonnés auront immédiatement accès. Eh bien, ce sera, comme dans Pérec, la vie, mode d'emploi, des suites d'index thématiques. La vie et l'œuvre, bam, 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 et ce sera classé par ordre chronologique. Questions scientifiques ou littéraires ou théologiques, eh ben, ce sera classé là aussi par thème. Et puis, liste des lectures, eh bien, Pantagruel, Ramnetsko, moi je ne vais pas les enregistrer dans l'ordre. Alors, il me reste 2-3 petites choses à dire. C'est toujours plus long quand je fais des vidéos. Et c'est pour ça que là, tout va passer par ce petit livre numérique, PDF, qui sera mis à jour à chaque fois que je rajouterai une vidéo et que les abonnés recevront systématiquement. L'accès au lieu. Bah, ça tombe bien, de toute façon, je ne demande pas d'argent. Le cadeau, je me l'offre. Alors tu demandes gentiment aux gens qui comptent. Alain Lecomte, directeur de la Devinière, viens quand tu veux. Ah non, c'est marque de confiance. Chambord, le pouvoir royal, l'instance politique de Rabelais. Yannick Mercoirol, ben viens 3 jours. Quel lieu tu veux? La grande salle des communs, on te la réserve, une journée entière. Je parlais de Montsoreau, Philippe Méhaille, Marie-Caroline Chaudruc, qui font des expos là, beaucoup plus ancrés dans le contemporain. Je les ai connus via Kenneth Goldsmith. La terrasse de Montsoreau qui domine le fleuve. Viens, on t'accueille. Ici, tout près, le prieuré de Saint-Côme. Là, c'est juste là un lieu urbain, mais cette tension avec le présent, je la veux. Magnifiques ogives en ruine, un lieu qui vit, qui respire. Et l'avantage, c'est que c'est à 400 mètres de chez moi. Donc pour régler mes appareils, pour régler le son, et Vincent Guido, bah écoute, t'es comme chez toi. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que ça y est, je ne pouvais plus faire demi-tour. Alors, il n'y aura pas que ces grands lieux. Ce que je cherche, c'est des lieux de soins. Rabelais, l'Hôtel-Dieu, à Lyon. Tiens, où est-ce que je pourrais aller filmer ça, dans le coin? Des vieux hôpitaux, il y en a ici. Aller à Loches, ou des choses qui sont même murées, fermées. Pourquoi pas dans des lieux d'enseignement, pour parler des questions d'école. Oh là là, des lycées Rabelais, ici, il y en a autant que d'auto-écoles Rabelais, de tout. On sait faire avec ça. Hein. Donc ça, je suis en quête aussi de ce genre de lieu. Vous m'invitez, qu'est-ce que je fais? Je vous offre le livre, parce que le livre, il n'est pas dans le commerce. Le livre, il sera pour les abonnés, et puis on fera d'autres petites choses aussi. J'aimerais bien faire des lectures pour les gens qui m'ont soutenu. Vous dites, tiens, moi, tu peux pas me lire Les Torches Q,
et puis je voudrais l'offrir, la vidéo, à un tel, ben, je les soignerai, mes petites vidéos dédiées. Alors les Américains, ils connaissent ça, ce genre de choses. Alors vous voyez comment tout ça commence à prendre, il faut quoi? Il nous faut le beau temps. Alors là, pour l'instant, je me prépare. Le livre était la condition matérielle, le socle. J'ai fait un achat. Regardez ça. Ça s'appelle Blimp. B-L-I-M-P. Blimp, c'est pas un mot de Rabelais, mais c'est Rhodes qui fait ça. Et oh, vous en avez vu partout, mais moi j'en avais pas. J'avais pas besoin, puisque justement toutes mes vidéos c'était là en chambre. Qu'est-ce que c'est Blimp? Blimp, eh bien là ça s'ouvre. J'ai pas encore regardé comment ça se dévisse. À l'intérieur, il y a des petits montages et à l'intérieur du Blimp, moi je mets mon micro, le même micro que j'ai en haut, je vais le mettre ici à l'intérieur et je peux même rajouter ça. Alors évidemment, ça a l'air de rien, toutes les équipes de télé ont ça tout le temps, une belle... Alors, en anglais, ils appellent ça Dead Cat. Dead Cat, c'est le chat mort. Voilà, regardez. Et le Dead Cat, on enfile le truc dedans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où je vais aller enregistrer, je vais pouvoir installer ça. Vous ne le verrez pas, ce sera hors champ. Mais je vais pouvoir enregistrer à l'extérieur. Alors juste là, encore auprès de chez moi, pas loin, il y a une rocade, il y a une voie ferrée, il y a une espèce de tunnel de béton qui passe sous la voie ferrée, il y a une espèce d'impasse qui longe la voie ferrée sous une ancienne entreprise industrielle. Alors là, ça va être ma première phase. Je vais me rôder. Je vais faire des vidéos pour rien. Mais tout ça aussi, vous allez les avoir. Je sais que là, dans les prochaines semaines, justement pour que tout soit au point, je vais commencer à faire des esquisses. Et ces esquisses, elles seront en extérieur, en décor périurbain. Et ensuite, le premier accueil, ce sera chez Ronsard. Je sais ce que je vais lire chez Ronsard. Et pourtant, Ronsard, il n'aimait pas Rabelais. Il a du gras dans la moustache, disait Ronsard. Ouais, mais bon, c'est plus tard que se construise ce genre de lecture. Et puis ensuite, ce sera la Devinière, ce sera Montsoreau, ce sera Chambord, ce sera ma petite bagnole, là, sur les routes du coin. Et puis c'est tout ce qui va s'inventer par le dialogue. J'aimerais bien aussi aller à l'Hermenot, près de Fontenay-le-Comte. J'aimerais bien aller aussi à Olonne-sur-Mer, là où est née ma mère. Mais c'est là où Rabelais fait s'embarquer les navigateurs. C'est là où probablement, à l'âge de 24-25 ans, pour la première fois, il a vu la mer. Peut-être aussi dans le vieux Poitiers. Comment s'est écrit le tiers-livre? Son protecteur à Turin, où il reste plus de 12 ans, Guillaume de Langeais, un des frères du poète Joachim du Bellay, neveu de Jean du Bellay, qui était le ministre des Affaires étrangères de François Ier. Langeais meurt, de Roanne jusqu'à la Sarthe. On met 4 mois pour convoyer le cercueil en plein hiver. Il y a un gars qui s'appelle François Proust qui accompagne Rabelais pour ce convoyage. Eh bien, le château de Guillaume de Langeais, j'irai bien voir aussi. Allez, j'en ai assez dit, c'est déjà trop long. Le monde de Rabelais, ça y est, ça commence officiellement. Cette vidéo, elle est pour tout le monde. Mais passez voir notre page avec... comment on va s'organiser pour ce voyage. Et moi, je suis sacrément heureux que ça commence.